Myriam Rossmann, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historienne, spécialiste des relations internationales et particulièrement sur les relations France-Israël. Vous êtes régulièrement consultée sur ce sujet comme sur d'autres et vous êtes aussi experte sur le forum Dvorah, une organisation mise en place pour promouvoir l'intégration des femmes dans le domaine de la sécurité et de la politique étrangère, une forme d'inclusion en tous les cas. Avant de commencer, je voudrais vous présenter le tableau des chroniqueurs. D'abord, notre chroniqueuse vedette Galit. Bonsoir. Bonsoir Ravi. Bonsoir Myriam. Bonsoir Galit. Et puis notre historien et guide d'Israël, Jérôme. Bonsoir Ravi. Bonsoir. Bonsoir Myriam. Et enfin votre serviteur. Bonsoir. Alors, première question avant de passer pour un sujet vraiment majeur, nous semble-t-il en tous les cas, avec Galit. Première question pour entamer le débat. Avec la mort de Razi Moussavi, commandant de la brigade Al-Quds des gardiens de la Révolution, dont on prête l'assassinat probable par l'armée israélienne, il était entre autres chargé des finances et logistique matérielle iranienne pour le Hezbollah. Hamas d'ailleurs aussi et Houthis. Il était déterminant depuis l'Iran jusqu'à la Syrie. Vous voyez un lien avec l'assassinat ciblé le 12 décembre dernier à Gaza et revendiqué cette fois par Tsahal du financier palestinien Soubi Ferwana. Deuxième question, doit-on s'attendre à une riposte d'envergure de l'Iran ? Écoutez, pour moi, tout est lié à tout. Parce qu'en fait, derrière tout est l'Iran. Hamas est proxy d'Iran, Hezbollah est proxy d'Iran, Houthis est proxy d'Iran. Donc, même si l'Iran ne met pas ses mains au feu, si je peux dire, elle envoie ses proxys et pas par hasard. Malgré le fait qu'on dit que peut-être parfois elle n'a pas assez de pouvoir sur Hezbollah et que Nasrallah fait parfois de choses à sa tête, mais quand même, Hezbollah, c'est le diamant de l'Iran. Et c'est pour ça qu'on voit que, oui, depuis 80 jours, on a tout le temps des provocations sur la frontière nord, mais il n'y a pas une guerre. Et pour moi, personnellement, je peux vous dire que j'aurais préféré qu'Israël fasse un pas ou change un peu la donne. Parce que depuis 80 jours, en effet, on est en guerre dans le nord. Et parlons encore de ce qui s'est passé aujourd'hui. On a perdu 8 soldats qui sont allés sauver dans une église un terroriste qui a envoyé encore une roquette de Liban. Donc c'est très complexe. Et je veux dire quelque chose par rapport à l'étrangère parce que d'abord, je veux dire qu'Israël n'admet pas qu'elle a tué la personne qui était tuée en Syrie. C'est par les médias étrangers, etc., qu'on le dit. Il faut être quand même dire ça. Mais aussi, à mon avis, le monde entier, il comprend pas la menace de l'Iran. Parce qu'on a attendu aujourd'hui ou hier la Commission d'énergie atomique qui disent que l'Iran a avancé avec l'uranium vers une bombe atomique. Et peut-être, je peux pas être sûre, mais j'y pense, peut-être que toute cette action de Hamas et la guerre avec les Hezbollah et mettre tous les yeux sur Israël et la région de ce côté, c'est pour détourner les yeux de l'Iran et de tout ce qu'elle fait de côté bombe atomique, uranium, enrichissement d'uranium, etc., pour qu'elle avance tranquillement, si on peut dire ça tranquillement. Donc, il faut savoir que tout est lié à tout dans la région chez nous, mais tout ce qui se passe chez nous, et ça, je l'avais dit depuis le début, parce que le monde comprend pas trop, il pense que la guerre au Gaza entre Israël et le Hamas, c'est le problème d'Israël, ou peut-être le problème de la région, mais c'est le problème du monde entier. Parce que le terrorisme, c'est un problème du monde entier. On voit ça en France, on voit ça dans d'autres endroits. Et le monde doit comprendre que nous, on fait aujourd'hui la guerre contre ce terrorisme du côté de Hamas, du côté de Hezbollah, mais on le fait en fait pour tout le monde. Parce que ça a commencé chez nous, ça arrivait déjà, mais ça peut arriver encore pire dans le monde entier. Je voudrais vous faire une petite transition pour passer la parole justement à ce premier sujet qui nous interpelle beaucoup avec Galit. Parmi, quand vous dites tout ce monde, effectivement c'est tout un pays, Israël, tout un pays
hommes, femmes et presque toujours adolescents. Pour parler des femmes, et vous savez bien en parler parce que vous y êtes engagé, je passe la parole à la chroniqueuse Galit. Alors Myriam, effectivement, moi je me suis intéressée en préparant cette émission plus particulièrement au Forum Dvorah. Donc le Forum Dvorah, c'est une ONG non partisane, non politisée, promouvant donc la représentation paritaire des femmes aux postes décisionnels dans les domaines de la sécurité nationale et de la politique étrangère, de la diplomatie. Donc c'est un lobby finalement qui intervient au sein de l'establishment israélien en matière de sécurité nationale donc, et de politique étrangère, dont l'action est basée sur la compréhension que l'augmentation finalement de la représentation féminine dans ces domaines contribuera et renforcera la sécurité nationale d'Israël. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement les actions, comment ça marche, de quoi il s'agit, et puis quel est votre rôle au sein du Forum Dvorah? D'accord. Alors, je vais commencer par 2-3 mots sur le forum. Vous avez très bien présenté, merci. Le forum existe depuis 2015. Tout à fait, c'est un forum, c'est une association NGO, non-profit, qui est faite par des femmes qui sont leaders et experts dans le domaine de sécurité nationale et politique extérieure. Et en fait, il y a 4 choses principales dans le forum, le but, la stratégie du forum. Premièrement, c'est un network féminine. Et là, j'ouvre une parenthèse. En Israël, en fait, les hommes plutôt, ils ont toujours cet lien d'amitié de l'armée des années et ils se entraident pour les postes, pour arriver dans des postes intéressants, pour arriver dans différentes tables de décision, etc. Donc, le Forum Dvorah, c'est une network de femmes qui aident les femmes. Et je vais en revenir dans 2 minutes. La deuxième chose qu'on fait, c'est il y a aussi Dvorah 2.0. C'est un groupe des femmes qui sont plus jeunes, qui sont dans des positions moyennes ou dans des diverses places où qu'ils ont des positions dans le domaine de sécurité nationale et politique extérieure que nous, le Forum Dvorah, prépare pour qu'elles soient les prochaines générations de leadership féminine. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est essayer d'amener les femmes de Forum Dvorah dans les tables de décision dans tous les domaines en Israël, dans le domaine qu'on parle sécurité nationale et politique extérieure, et amener aussi tous les femmes le membre de Forum Dvorah, être dans les plateaux télévisés que normalement, jusqu'à il y a peu, on a vu que deux hommes ou une femme ou 2. Et depuis longtemps, on fait ça. Mais si vous regardez depuis le 7 octobre, sur tous les chaînes israéliens, incluant moi, il y a énormément de membres de Forum Dvorah, plutôt les sécuritaires, qui parlent tout le temps dans les panels où on commence à avoir un équilibre entre les hommes et les femmes. Ça, c'est la stratégie et les choses principales. Et si je reviens au 7 octobre, je peux vous dire que depuis le 7 octobre, dans le forum, il y a énormément d'initiatives, énormément de choses qui se font, il y a énormément d'entraide. Je peux vous donner un exemple perso, n'importe qui de membre qui a besoin d'un numéro de téléphone, d'un contact, d'un aide, tout de suite, je reçois 5 ou 6 messages en perso des membres que je connais même pas, qui me donnent le numéro, qui veut m'aider, etc. Et il y a une forte networking très importante entre tous ces membres de Forum Dvorah. Maintenant, pour être membre de Forum Dvorah, il y a des critères. Il faut avoir certaines années d'expérience dans le domaine de sécurité nationale ou politique extérieure. Il faut avoir certains critères pour y entrer. Et c'est vrai que les femmes qui sont dans ce forum, c'est le top de la société israélienne. Dans ces domaines-là, il y a des leaders du Mossad, du Shabak, de l'armée, de toutes sortes de toutes les divisions dans l'armée, de ministère des Affaires étrangères. Vraiment, c'est vraiment un forum. Moi, je suis fière de faire partie. De toute façon, je suis très fière de faire partie. Bien sûr. Mais alors, justement, quand on rentre sur le site du Forum Dvorah, on voit que vous mettez, par exemple, qu'une femme sur 10
qu'il n'y a qu'une femme sur 10 dans les cabinets de sécurité en Israël, que 3 seulement femmes sur 32 sont officiers ou ont été officiers au niveau du chef de l'état-major général, qu'il y a seulement une femme directrice générale sur 33 dans les ministères, qu'il n'y a que 17% de femmes ambassadrices et qu'il y a aussi seulement 6 femmes ministres au gouvernement israélien. Donc justement, moi je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il faut, par exemple, comme en France, puisque nous on est français, donc c'est notre modèle, pensez-vous que comme en France, il faudrait légiférer sur la parité homme-femme dans la politique, dans l'entreprise est-ce qu'il faudrait une loi finalement ? J'aurais bien aimé que ça se passe et c'est pour ça que le Forum Dvora travaille très dur pour que les femmes arrivent à être dans toutes ces positions-là, bien évidemment. Mais le Forum existe que depuis 2015 et c'est un travail incisif de le faire. Mais on voit petit à petit des changements. On voit de petit à petit plus de femmes dans les tables de décision, pas assez. Dans le gouvernement actuel, il y a moins de femmes ministres qu'il y avait dans le précédent. Il faut travailler là-dessus. Je peux vous donner l'exemple. On devait avoir les élections municipales en Israël qui étaient reportées à cause de la guerre. Forum Dvora a fait énormément pour qu'il y aura plus de femmes qui se représentent comme dans des municipalités. Et il y a pas mal de femmes de Forum Dvora qui se sont présentées dans diverses villes d'Israël, soit comme maire, soit dans les commissions, etc. Et il y a énormément de Forum Dvora. Donc, c'est une des choses que nous, on essaye de promouvoir. Myriam, vous avez une question de Jérôme. Jérôme. Tout à fait, je sais que vous êtes une experte dans les relations entre la France et Israël. Vous avez d'ailleurs écrit un livre sur les relations entre la France et Israël entre 1949 et 1970. J'avais une question très précise sur le président Macron. Est-ce que depuis sa première présidence, il y a une différence dans les relations entre la France et Israël, ou est-ce qu'on est sur une continuité qui dure depuis plusieurs présidents ? Bon, il faut penser, je vais répondre avant le 7 octobre et je vais répondre après le 7 octobre. Et je vais commencer par dire une chose très importante. Les relations entre la France et Israël, il y a énormément de coopération entre la France et Israël dans beaucoup de domaines. Si c'est domaine sécuritaire, antiterrorisme, économique, start-up, etc., ça existe. Et la France et Israël sont 2 pays amis. La France a reconnu l'État d'Israël en 1949 et depuis, on a eu des hauts et des bas dans nos relations avec différents présidentes, etc. Et je ne vais pas faire là l'histoire entière, on peut lire mon livre. Maintenant, le président Macron, il se présente comme ami de l'État d'Israël. Et aussi, on a vu quand il y avait diverses élections ici, Premier ministre Netanyahu l'appelait mon ami, Yair Lapid l'appelait mon ami, ils sont allés le voir, etc. Mais je vais faire une remarque par rapport à cela. Le président Macron, il est au 2e mandat. Il n'est jamais venu, avant le 7 octobre, il n'est jamais venu en Israël en visite officielle comme présidente. Il était là une fois comme présidente en 2020, quand le président Rivlin a fait la conférence en janvier pour la journée internationale de la Shoah. Et il est venu par une visite officielle privée, il est venu parmi énormément de chefs d'État de tout le monde pour cette conférence spécifique. Et il y a eu cet incident à la vieille ville. Ça c'était lors d'une visite, mais qui n'était pas une visite officielle. Quand le président... Oui. D'accord. Je vais finir ma phrase. La première fois quand il est venu en visite officielle, et là encore parce qu'il était forcé, c'est le 25 octobre. Finalement, est-ce que dans ces relations complexes entre la France et Israël, il y a la boutique et l'arrière-boutique. Et l'arrière-boutique semble marcher comme d'habitude, avec des échanges culturels, des échanges matériels, logistiques, etc. Mais il y a la politique arabe de la France, la politique du Quai d'Orsay. Et de ce point de vue-là, rien ne change. Mais pourtant, il y a quelque chose qui semble compliqué aussi, c'est que maintenant, ça déborde aussi sur le territoire français.
C'est-à-dire que on n'est plus simplement dans un problème entre la France et Israël, on est entre la France et les Français de confession juive qui seraient aujourd'hui un petit peu les otages d'une politique française à l'égard d'Israël. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, même les Juifs de France sont un petit peu, finalement, les victimes de cette politique arabe. Écoutez, ça me fait réfléchir à quelque chose qu'a dit la ministre Colonna la semaine dernière quand elle était ici. Elle a dit que la France, après Israël, c'est le pays qui a le plus souffert du massacre de 7 octobre. Parce qu'on sait, il y a plus de 40, 41, ou maintenant plus avec Toledano, je sais pas, on était à 41 victimes assassinées pendant le massacre. Il y a encore 3 otages ou slash disparus à Gaza. Et il est clair que le président Macron, depuis le départ, il voulait pas que le conflit arrive en France. Est-ce qu'il a réussi? Non, le conflit, il est en France. Parce que d'une côté, on voit une augmentation de actes antisémites. On est à plus de 1700 actes antisémites en France depuis le 7 octobre, une augmentation de 400%. Les Français juifs et même les Israéliens qui vivent en France ont peur. J'ai entendu beaucoup de monde qui me dit on a mis la mezouza à l'intérieur. Quelqu'un a dit j'ai mis la mezouza à l'intérieur pour que je dorme bien la nuit, qu'on ne vienne pas marquer ma maison. Et mais on peut aussi dire qu'on a vu énormément de soutien. On a vu des délégations de l'Assemblée nationale qui étaient ici avec sa présidente, de Sénat qui était ici la semaine dernière. On a vu à l'Assemblée nationale cette initiative que chaque membre a adopté un otage qui est à Gaza. Mais il y a énormément de pression aussi de forums de familles d'otages parce qu'ils arrivent en France comme ils arrivent dans d'autres pays. Et il y a une autre chose auquel les Français s'étaient reliés depuis le départ. Ils ont comparé la rêve qui était à Nova et le massacre qui était là-bas à ce qui s'est passé au Bataclan. Jeunes, concert, terroristes. Donc, il y a énormément d'une partie du monde solidarité. On a vu même des sondages qui étaient faits en France pendant les dernières semaines après, en octobre, en novembre, après le 7 octobre, qui montrent que il y a, je me souviens pas exactement les pourcentages, mais il y a pas mal de gens qui pensent qu'un massacre ou attentat comme le 7 octobre pourrait se passer en France ou en Europe. Il y a beaucoup en fait qui comprend en fait Israël ou la nécessité de se protéger et de éliminer cette entité de Hamas. Mais de l'autre côté, comme vous avez dit, il faut pas oublier que on a le Quai d'Orsay, on a la politique traditionnelle de Quai d'Orsay qui est encore pro-arabe. On a vu les diplomates qui servent dans les pays arabes et les lettres qu'ils ont écrites. On a vu diverses réactions et on a vu même le président Macron avec une politique pas trop cohérente et suivie depuis le 7 octobre envers le massacre, envers la guerre au Gaza, envers tout ce qui se passe. Parce que si au départ, tout de suite après le massacre, avec d'autres pays comme l'Allemagne et la Grande-Bretagne, il a condamné le massacre, il a dit qu'Israël a le droit de se défendre, etc. Quelques jours après, dans son discours, il a parlé encore une fois de droit d'Israël de se défendre, qu'il ne voudrait pas voir l'antisémitisme venir en France et faire et augmenter. Il a même dit que à plusieurs reprises, et c'est pas seulement lui qui dit ça, que celui qui s'attaque à un juif français s'attaque à la République. Et moi, je dis que c'est une phrase, mais une phrase, on l'a dit déjà des autres leaders avant lui, et lui, il a dit à plusieurs reprises, mais c'est des mots, c'est pas des actes. Et même récemment, on a vu quand il était ici le 25 octobre, il a parlé de faire une coalition avec tous les pays, États-Unis, pays arabes et les pays européens, tel qu'on a fait contre l'État islamique. Et quand il est allé d'ici en Jordanie, ça a froissé le roi Abdallah. Ils étaient dans le froid. Ils ont retourné dans le chaleur il y a quelques jours quand ils se sont rencontrés. C'est très
si vous voulez, la politique extérieure de la France est très influencée de tout cela. Et il ne faut pas oublier, la France et avait une politique pro-arabe. La France est très sollicitée par rapport au Liban. Israël lui demande de l'aide au Liban pour que Hezbollah revienne à la résolution 1701. Est-ce que la France a le pouvoir de le faire? C'est un point d'interrogation. La France a ce lien fort avec le Liban et le Liban lui est cher. Mais les Libanais, la population eux-mêmes, depuis les promesses de président Macron après l'explosion à Beyrouth, au port de Beyrouth, et même récemment, ils ont le sentiment que la France est plutôt garde les intérêts d'Israël et pas de Liban. Donc, c'est vraiment une politique en zigzag, en fait. Oublions pas que la France a énormément de problèmes de politique intérieure. Récemment, les lois d'immigration, parmi autres problèmes intérieurs. C'est très, très complexe. Je voudrais pas vous passer la parole à Jérôme, qui a une question pour vous. Jérôme. Oui, j'allais vous demander, parce que vous disiez il y a l'avant et l'après 7 octobre, mais est-ce que du coup vous pensez qu'il peut y avoir une modification importante dans un rapprochement entre la France et Israël prochainement? Ça dépend de quel niveau. Vous parlez de niveau de leader, vous parlez de niveau de population. Je parlais d'un point de vue vraiment sécuritaire. Pardon? D'un point de vue vraiment sécuritaire. Écoutez, il y a déjà énormément de coopérations sécuritaires entre la France et Israël, entre le Mossad israélien et l'équivalent en France. On a vu Mier ici en visite. Il y a énormément de coopération avec l'antiterrorisme, lutte contre l'antiterrorisme, etc. Bien évidemment que tout cela pourrait augmenter parce que, à mon avis, c'est pas à mon avis, on le voit, pas seulement la France, l'Europe, etc., est menacée. Déjà depuis le mois de juillet, août, la France a augmenté son niveau de sécuritaire parce qu'il y avait des menaces de l'État islamique d'un attentat en France. À partir de 7 octobre, on a vu plusieurs attaques à couteau en France avec des cris Allah Akbar. À Arras et quand on a tué le professeur, dans le sud, dans d'autres endroits à Paris, toujours avec le couteau, avec ces cris d'Allah Akbar. Il ne faut pas non plus oublier que la plus grande communauté musulmane d'Europe vit en France et la plus grande communauté juive vit en France. Et tout cela a d'influence sur la vie de tous les jours, sur les politiciens, sur la politique. Et il faut prendre tout cela en compte. Comme j'ai dit tout à l'heure, la France et Israël sont deux États amis, mais comme dans toutes les amitiés, il y a des divergences. Il y a des dossiers sur lesquels elles ne sont pas d'accord. C'est lui que, comme deux États pour deux États, un État palestinien et un État israélien, c'est quelque chose que le président Macron a encore dit il y a quelques jours en Jordanie et la ministre Colonna a dit la semaine dernière ici. Est-ce que c'est faisable aujourd'hui? Un grand point d'interrogation. Il y a cette histoire de colonne dans la Judée et Samarie qu'on ne voit pas yeux à yeux avec la France. Il y a le dossier de la guerre avec Gaza que la France aurait aimé un cessez-le-feu et peut-être une trêve. Ils ont dit une trêve qui va amener un cessez-le-feu. Retour des otages et aide humanitaire à Gaza, où la France est très impliquée. Donc, il y a des sujets et des coopérations dans certains domaines, et il y a des dossiers sur lesquels on n'est pas d'accord, où on ne voit pas yeux à yeux. Il y a le dossier de l'Iran, bien évidemment, avec la bombe atomique, on avait des divergences sur ce dossier aussi. Donc, comme dans toute amitié, il y a des coopérations et il y a des dossiers, des divergences où on n'est pas d'accord. Alors, ces dossiers sur lesquels on n'est pas d'accord, des divergences, est-ce qu'ils peuvent amener à des choses désagréables, à des ruptures, à des conversations? Le dossier de colonnes, de tous les attaques de colonnes dans les Judée et Samarie, qui froissent pas seulement la France, ils froissent la Grande-Bretagne, ils froissent d'autres pays, et ils froissent aussi des Israéliens ici, parce que on peut pas
combattre dans tous les fronts, en fait. Et je pense que il faut prendre tout ça en compte. Mais aussi, on voit qu'Israël tout le temps demande de l'aide de la France par rapport au Liban et Hezbollah, par rapport aux otages. La France, derrière le rideau, a œuvré pour libération des otages, probablement franco-israéliens. Je suis pas comme tout le monde, je connais pas tous les détails. Vous nous entendez ? Je vous trouve très très indulgente quand même avec la France, parce que je sais pas, par rapport justement à tous les franco-israéliens qui ont été soit tués, soit pris en otage dans le massacre, dans la journée du 7 octobre, plus de 40 personnes de nationalité française, donc citoyens français, ont été enlevés le 7 octobre à Gaza, et pour autant la France, elle n'a rien fait. Il n'y a pas eu de grande cause nationale par rapport à ces 40 personnes. Comme disait Arthur il n'y a pas très longtemps dans une radio française, il disait que si il y avait 40 Français qui avaient été pris en otage, ou même 10 Français qui avaient été tués à Londres ou dans n'importe quel autre pays du monde, il y aurait eu en France une vraie cause nationale et une vraie prise de conscience et un vrai élan de solidarité. On l'a pas vu ça pour les franco-israéliens, tout simplement parce qu'ils sont juifs. Je pense que Emmanuel Macron, comme toute sa politique, a fait vraiment du Emmanuel Macron, et il l'assume, hein, il fait du en même temps surtout. Même là-dessus, il a fait du en même temps. Et c'est vrai, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au Liban, même si Israël demande de la France, en gros, je ne sais pas, vous allez nous dire ce que vous en pensez, mais la France, en gros, est assez, la voix de la France est assez inaudible, pour pas dire brouillonne, mais vraiment inaudible dans toute cette situation depuis le 7 octobre. Vous trouvez pas ? Vous avez l'air de donner quand même beaucoup de crédit à l'action française, alors que moi, je ne la vois pas. Je la trouve inaudible. Écoutez, c'est pas que je suis indulgente ou que je donne plus à la France. Moi, je regarde le tableau entier. Et il y a beaucoup de choses que nous, on ne sait pas, mais moi, j'ai pas tous les détails. Mais je peux voir, je vous avais dit depuis le départ, je vous avais dit que pour moi, la politique de la France depuis le 7 octobre est ni cohérente et ni suivie. Parce que d'une côté, il a fait cette conférence de presse, etc. De l'autre côté, il y avait la conférence aide humanitaire pour Gaza, où Israël n'était même pas invité. Et après, il est pas descendu à la marche contre l'antisémitisme. C'est pour ça que je dis, c'est pas ni cohérente et ni suivie. Parfois, Israël a le droit de se défendre. Parfois, il faut faire le cessez-le-feu. Il faut aider pour sortir les otages. Il a dit ça dans son discours juste après le massacre. Je suis d'accord avec vous. Le plus de 40 personnes qui étaient assassinées, moi je dis le mot assassiné, je me gêne pas de dire assassiné pendant le massacre de 7 octobre, c'est la plus grande nombre de personnes avec les Français qui étaient tuées hors de l'Occident hexagonal depuis des années, des citoyens français. Maintenant, j'ai entendu parler, je ne sais pas combien c'est vrai ou pas, que la France, derrière les rideaux, a aidé d'une certaine façon avec les otages franco-israéliens. Oui ou non, je ne sais pas vous dire. Je ne connais pas tous les détails. Elle avait aucun intérêt à le faire si discrètement, la France. Au contraire, il aurait fallu qu'elle soit plus présente. Parce écoutez, c'est des choses qu'on doit faire discrètement, parce que sinon on met la vie de personnes qui quand j'étais encore à Gaza, en danger. Et même aujourd'hui, il faut être très prudente quand on parle des otages, parce qu'il y a les Américains, la France, d'autres derrière les rideaux. Et jusqu'à que je ne vais pas voir tous les 129 otages en Israël sains et saufs, moi, qui parle dans beaucoup de langues, dans beaucoup de médias étrangers, je suis très attentive à cela. Mais il y a une chose importante qui est important à mes yeux, important au Forum Dvorah qui fait énormément là-dessus, et que la ministre Colonna était la première ministre européenne qui a dit ça haut et fort. Et ça, je parle par rapport aux violences sexuelles et abus sexuels qui ont subi les femmes israéliennes le 7 octobre. Parce que si vous voulez, la semaine dernière,
Catherine Colonna était ici moins d'une journée, dans 3 conférences de presse différentes. Elle a parlé de ce sujet. Elle est allée à Choura, à la morgue de Choura, et a rencontré des femmes et des personnes qui essayent de faire savoir qu'il y avait des abus sexuels et des viols, etc. Et tout cela quand le monde entier est silencieux. Tous les féministes, toutes les commissions de femmes, United Nations for Women, tous ceux-là sont en silence total. Contrairement à la France, avec Parole des femmes et avec d'autres, on a vu dernièrement un article là-dessus dans Marie-Claire, dans Libération. Pourquoi c'est un sujet très important? D'abord parce que je suis femme. Deuxièmement, parce que nous, dans Forum Dvora, il y a une commission, il y a un docteur Kochav El-Kayam qui a, depuis le début après le massacre, il y a une commission spéciale qui prend les témoignages, qui essaye de faire parler de ceux qui ont subi les femmes israéliennes. Catherine Colonna a appelé ça crime de guerre. Elle a dit que la France fera et être prête à aider tous ceux qui vont paraître en face de leur tribunal. Donc, c'est pas noir ou blanc. Tout n'est pas noir ou blanc. Et oui, il y a des choses qui me froissent dans la politique française. Leur vote aux Nations Unies me froisse quand ils votent oui pour des résolutions qui pour moi sont hallucinantes. Il y a des actions qui à mes yeux sont pas admissibles. Mais moi, j'essaye de voir le tableau entier et voir et peser les choses. Après, oui, le président Macron, quand il était ici, il a rencontré des familles des victimes franco-israéliennes qui étaient assassinées. Il a rencontré les familles d'otages de l'époque. Catherine Colonna a rencontré aussi. Oui, il faudra faire cette cérémonie en France. Il faudra peut-être faire plus, mais je pense qu'il faut voir le tableau entier. Oui, mais Myriam, c'est vrai qu'un pas en avant avec Catherine Colonna qui vient dire ce qu'elle a vu, ce qu'elle dénonce, ce qu'elle dit avec crime de guerre, très bien. Et on a le lendemain le vote de la France aux Nations Unies. On a Emmanuel Macron qui est venu ici et qui dit que Israël a le droit de se défendre, et tout de suite une coalition, d'ailleurs un peu floutée d'ailleurs. Et puis on a le lendemain, enfin quand je dis le lendemain, c'est une métaphore. Il a quelques jours après à la BBC un discours absolument inouï en parlant de bombardements aveugles sur la population de Gaza. Donc on a ce pas en avant, ce pas en arrière, et vous parliez des Israéliens, et c'est difficile finalement d'avoir une position avec un tel partenaire quand vous avez de telles reculades et de telles avancées. Bref, on s'y perd un petit peu. Moi j'aimerais quand même aussi, puisque la question a été abordée par la France, à savoir l'avenir, le futur, il faut le préparer. Alors on parle de cessez-le-feu. On a entendu un publicitaire dire il faut arrêter avec ce terme de cessez-le-feu. Maintenant il faut dire cessez les viols. Puisqu'il y a aujourd'hui, bien sûr, des gens qui sont encore otages, et notamment des femmes qui sont otages, et dont on sait aujourd'hui, des médecins l'ont dit, qu'on saura plus tard ce qui s'est réellement passé pour celles libérées, mais celles qui le sont encore. Donc il y a une sémantique qui doit être aujourd'hui très claire et qui est dite par certains. Alors, la France, quand elle parle de futur, mais là, on a un paradoxe. Avec qui? Quand on connaît l'endocrinement qui n'est pas d'hier et qui n'est pas simplement l'apanage du Hamas, mais qui est en même temps une vraie réalité de Palestine TV, où dans le manuel scolaire palestinien de l'autorité palestinienne, depuis le CP jusqu'au lycée, ils sont endoctrinés sur cette idée qu'il faut absolument tuer du juif. Même dans les sciences dures, on prend des exemples de haine anti-juive pour parler. Et c'est un discours de l'autorité palestinienne. Quand on voit ces jeunes garçons de 13-14 ans qui sont partis de Betawara
ou de Chouafat et qui ont été commettre des attentats, et ils avaient 12-13 ans. Je veux dire, on se dit, mais avec quel partenaire veulent-ils ces gens-là, que ce soit Joe Biden pour les États-Unis ou que ce soit même Emmanuel Macron pour la France, avec quel partenaire Israël devrait devoir composer pour gérer un futur Gaza? Alors, je vais commencer par dire que pour moi, tout commence par l'éducation. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois de mai 2023, pour la 4e fois, le Parlement européen a voté et a dit haut et fort que les livres de l'autorité palestinienne, toute leur scolarité en fait, incitent à la haine, à la violence, à l'antisémitisme et même à des attaques terroristes. Ils ont vu le lien entre les scolarités, tous les matériels scolaires et les attentats terroristes que vous venez de rappeler. Mais ce qui est intéressant, c'est la 4e fois qu'une telle résolution est, mais pour la première fois, il y avait une menace dans cette résolution de gel financière si tous ces manuels scolaires vont pas être changés. Et on a vu le ministre des Affaires étrangères du Parlement européen, Borrell, qui a fait tout pour que cette menace d'arrêter le financement se fasse pas. Mais ça, c'est déjà un très grand pas parce que c'est une façon d'arrêter de fermer les yeux sur cette manuel scolaire dans l'autorité palestinienne. Chez les Hamas, c'est pareil, mais autorité palestinienne, vous avez tout à fait, vous avez raison. Et si je regarde, regardez, on a vu des vidéos de fêtes de fin d'année dans Jérusalem-Est. Les petits enfants, qu'est-ce qu'ils jouent? Les soldats, les terroristes contre Israël, etc. Parce que c'est ça qu'ils apprennent. À Gaza, vous voyez le petit de 2-3 ans avec l'uniforme de Hamas, le truc vert, etc. Ils sont endocrinés et éduqués à la haine. Et je vais rappeler encore une fois le massacre de 7 octobre. Il y avait les terroristes de Hamas. Mais dans la deuxième vague, qui est venu dans la deuxième vague? La population de Gaza. Qui est venu piller, prendre des choses, etc. Une grande partie de la population de Gaza. Donc, c'est clair que peut-être il faut faire là, il y a certaines docteurs, historiens et autres personnalités ici qui disent peut-être qu'il faut faire ce qu'on a fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec l'Allemagne. Donc, une certaine, entre guillemets, dénazification de toutes ces endoctrines matérielles, scolaires, etc. Et ça prendra pas une journée ou deux, parce qu'il faut une génération ou deux, parce que les jeunes d'aujourd'hui, même les très jeunes, comme vous avez dit, 13, 14, 15 ans, qui vont avec le couteau et qui vont faire des attaques, c'est ça qu'ils ont appris avec le lait de leur mère. Et c'est ça il faut pas fermer les yeux dessus. Mais c'est pas seulement ça. Quand je regarde, il y a UNRWA, il y a quelqu'un pourra m'expliquer un jour pourquoi les Nations Unies a besoin de deux agences pour les réfugiés. Il y a UNRWA et il y a l'autre. Et dans l'agence des réfugiés qui n'est pas UNRWA, on peut pas passer le statut de réfugié aux 3e génération. On peut pas être réfugié pour toute la vie. Il y a un certain terme quand on peut être réfugié et on doit construire sa vie. Et le fait qu'il y a UNRWA et le fait qu'on a investi et on passe cette possibilité d'être réfugié aux 3e génération, qu'on voit toute cette... on a vu même un professeur chez UNRWA qui a tenu un otage chez lui. Donc, toutes ces choses-là sont très... il faut travailler là-dessus et c'est clair que, à mes yeux, pour moi, ni le Hamas, ni l'autorité palestinienne actuelle peut pas prendre la main à Gaza. Et j'ai entendu déjà un des analystes israéliens qui a dit hier que dans les coulisses, on parle peut-être d'une coalition entre les Émirats, l'Égypte, peut-être aussi la Jordanie, qui va venir à Gaza, mais en conditions qui vont être demandées soit par le Hamas, soit par l'autorité palestinienne. C'est très complexe parce que quand tout le monde presse pour savoir qu'est-ce qu'il y aura le jour d'après,
qui sera là-bas? C'est clair qu'Israël veut pas être là-bas. On a quitté cette zone et on a bien fait. Pas pour les circonstances qu'on voit aujourd'hui, mais pour nous, c'était la meilleure chose parce qu'à l'époque, quand on s'est retiré, c'était pire qu'aujourd'hui. Maintenant, à mon avis, il faut avoir une stratégie pour après, mais il faut réfléchir là-dessus et il faut réfléchir peut-être avec les États-Unis, avec les pays arabes de la région modérés, avec d'autres pays européens, mais il faut comprendre que éducation, c'est la clé. Parce que si je on ne peut pas, on dit même qu'on a donné aux terroristes de Hamas qui sont allés faire le massacre de 7 octobre des drogues ou des trucs qui l'ont mis complètement zombie. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est très, très complexe. Mais si je peux me permettre, c'est très complexe et il n'y a pas des solutions miracles pour tout ça. Si je peux me permettre, il y a un point sur lequel j'ai insisté, c'est que il venait de Judée-Samarie. Ces enfants qui ont commis des attaques. L'autorité palestinienne investit énormément en Judée-Samarie justement pour ces manuels scolaires et aussi pour, on l'a vu après le 7 octobre, pour glorifier finalement cette attaque, même si Mahmoud Abbas, un peu pressé, a voulu un petit peu atténuer les choses. Finalement, il est vite revenu pour dire combien c'était finalement la responsabilité d'Israël qu'il y ait eu le 7 octobre. Donc cette éducation est aussi en Judée-Samarie. Et pourtant, l'actualité, c'est de dire que oui, mais il faut absolument faire une loi qui interdise les gens qui viendraient de Judée-Samarie parce que ce sont des colons et qui commettent des violences. S'il y a effectivement des violences, mais individuelles peut-être, mais en l'occurrence ce n'est pas un problème au moment où nous sommes en pleine guerre avec le Nord et le Sud et le Sud-Est, que d'avoir effectivement une loi comme ça qui serait partagée par l'Europe pour empêcher des Israéliens de circuler. Donc on se trouve ici, là vraiment, dans une éducation à la haine à l'intérieur et en même temps avec une espèce de caution morale que leur donne l'Occident sur des sujets finalement qui sont juste de forme mais qui ne sont pas réalistes, qui ne sont pas rattachés à une vraie réalité. Écoutez, ils comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et si on parle de Judée et de Samarie, regardez tous depuis des mois, pas seulement d'avant que le 7 octobre et la guerre à Gaza, il y a tous les jours, toutes les nuits, l'armée israélienne est obligée d'y rentrer pour faire des actions, pour trouver des terroristes, pour arrêter déjouer des attentats prévus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vais aller plus loin. Mahmoud Abbas, il continue à payer les familles des terroristes, des shahids. Ça, c'est absurde. Et qui dit quelque chose? Et il refuse d'arrêter ça. Et ça a fait énormément de débats ici. Ça, c'est quelque chose que pour moi est inadmissible de sa part. Et il n'a même pas vraiment dit, il n'a même pas vraiment condamné le massacre de 7 octobre. Pour moi, Mahmoud Abbas, c'est pas un interlocuteur. C'est pour ça que je dis, quand on dit 2 États pour 2 pays, quand on dit une solution pour Gaza, moi je pose la question, avec qui? Donnez-nous un point d'interrogation. Parce que moi, je veux vivre dans un pays, Israël, en sécurité. En sécurité. Et je ne peux pas vivre dans un pays en Israël en sécurité quand presque 200 000 personnes, pour le moment, de Sud et de Nord, sont depuis presque 3 mois pas chez eux. Dans le Sud, il y a beaucoup qui n'ont même pas de maison où retourner. Je peux vous dire que j'ai des amis dans les kibbutzim qui ont eu les terroristes dans leur porte. Et j'ai une amie de Metula qui se trouve depuis 3 mois à l'hôtel. Et ils n'ont aucune intention de rentrer parce qu'elle a dit haut et fort, ce qui s'est passé le 7 octobre dans le Sud peut se passer chez moi facilement. Donc, à mon avis, le monde ne voit pas, je dirais, ne voit pas ou ne veut pas voir le tableau entier. Ils regardent les choses qui les intéressent, je vais dire, on est entre Goliath et David, si vous voulez. Israël est devenu Goliath, on n'est plus David. Et on voit dans le monde tellement de
des manifestations pro-Palestine, from the river to the sea. Mais c'est quoi quand vous leur demandez pourquoi vous êtes dans les rues, pourquoi vous manifestez? C'est quoi from the river to the sea? C'est quoi Palestine? Où est Palestine? C'est quoi? Il y a énormément d'ignorance dans le monde entier et dans tous ceux qui manifestent. Et je parle même pas des universités aux États-Unis, mais même en France. Regardez ce qui se passe au Sciences Po, etc. Donc pour moi, j'ai pas dit le mot éducation seulement pour éducation, et j'ai pas un problème dans ma vie de toujours de débattre avec tous ceux qui veulent débattre. Et je me fais attaquer sur les réseaux sociaux depuis le 7 octobre avec beaucoup. Il n'y a pas de problème pour moi de débattre si quelqu'un en face de moi, il a le plateau et il connaît l'histoire, il sait de quoi on parle. Mais si on vient de me dire de phrases comme ça qui sortent de nulle part, ou des choses qui sont pas cohérentes, il y a énormément de travail de faire là-dessus. Israël a perdu la bataille. Malheureusement, je dis ça avec grosse tristesse, sur beaucoup de niveaux, et on a énormément de travail à attraper par rapport à l'extérieur, par rapport à notre image, par rapport à vraiment les choses qui se passent ici. Et le 7 octobre, pour moi, c'est un wake-up call pour moi et pour mon pays et pour mon peuple, mais c'est aussi un wake-up call pour le monde. Et on n'est pas encore, cela veut dire, on n'a même pas eu encore le temps de digérer tout ce qui s'est passé ici. Parce qu'on a eu le massacre, on est rentré en guerre, il y a les otages, il faut les libérer. Il y a tellement de couches que pour la société, même la société israélienne et nous tous, on devra avoir encore beaucoup de temps pour digérer tout ce qui nous est arrivé, pour comprendre, pour donner et faire de compte. C'est une situation très, très complexe pour nous-mêmes à l'intérieur. Et après, pour l'expliquer à l'extérieur, bien évidemment. En tous les cas, Myriam, il y a plusieurs raisons de vous avoir à l'antenne. La première, c'est que vous êtes effectivement experte en relations internationales, que vous avez une connaissance, parce qu'on vous voit effectivement sur des vidéos espagnoles, on vous voit sur des vidéos en anglais américaines, on vous voit sur des vidéos françaises, on vous voit ici en Israël. Et finalement, on voit aussi la femme. Et je dois dire que je suis très fier qu'aujourd'hui, après le 7 octobre, ce ne sont pas simplement des victimes qu'on montre, mais on montre aussi des héroïnes. On montre des femmes extraordinaires, exceptionnelles. Et je dois dire que quand je regarde l'organigramme de Forum Dvora, c'est absolument incroyable. On n'en est plus à ce miracle qui brise une habitude. Voilà, une femme, elle est devenue pilote. Non, aujourd'hui, nous avons des brigadiers généraux, nous avons des femmes dans tous les domaines militaires. Vous êtes une femme aujourd'hui sur Tandem TV et vous nous avez dit des choses absolument avec une fermeté, une conviction qui va plaire, j'en suis sûr, à tous nos téléspectateurs. Vraiment, Myriam Rossmann, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Merci Myriam. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.